Bonjour et bienvenue à votre magazine socio-communautaire dans la vallée. Aujourd'hui, 3 sujets qui concernent les enfants comme les aînés. 3 organismes qui offrent des services dans notre communauté. Madame Sylvie Blanchard nous parle du projet des gardiens de la mémoire. Madame Marie-Ève Girard nous intéresse à la zoothérapie. Enfin, Monsieur Éric Beauchemin nous dit qu'il est temps de prévoir les vacances de nos enfants. Accompagnez-moi dans la vallée. Dans la vallée, TVA9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVA9, c'est nous. Dans la vallée. Si vous êtes de Chambly, vous connaissez certainement l'Entraide Plus. C'est un organisme qui offre des services aux aînés. J'ai avec moi Madame Sylvie Blanchard. Elle est directrice générale de l'organisme et elle vient nous parler d'un projet formidable. Ça s'appelle les gardiens de la mémoire. Bonjour Sylvie. Bonjour, Lynne-Marie. Sylvie, c'est un organisme formidable, je le dis, mais parlez-moi un peu plus de l'Entraide Plus. Qui accueillez-vous à l'Entraide Plus? L'Entraide Plus, c'est un organisme pour les aînés. Donc, on accueille des gens de 50 ans et plus. Et notre mission, c'est vraiment de contrer l'isolement et d'offrir une panoplie de services à une clientèle vieillissante pour qu'ils gardent leur réseau actif dans la société, qu'ils sentent aussi qu'ils ont leur place dans des activités très créatives qu'on offre à l'Entraide Plus. On a aussi un restaurant qui s'appelle le Resto Entre. Alors là, les gens viennent manger sur l'heure du dîner, du lundi au vendredi. D'ailleurs, la gang de POSA viennent manger souvent à l'Entraide Plus. Alors, POSA, là, c'est porte ouverte sur l'avenir. Donc, les jeunes de POSA. Les jeunes de POSA viennent avec Sandra Bolduc, je ne sais pas si vous devez la connaître, et viennent manger du spaghetti le mercredi après-midi. Parfait. Donc, en même temps, ça fait de l'intergénérationnel. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment fantastique comme endroit. Donc, ils viennent entendre aussi nos aînés, nos gardiens des mémoires, qui viennent parler de leurs histoires. Des fois, ils réinventent le monde. Et il y a cette interaction-là tellement intéressante qui peut se produire. Pas toujours, mais ça se produit. Tu viens manger à l'Entraide Plus, tu viens manger chez ma tante. Et voilà. Bien voilà. C'était certainement un besoin de la communauté d'avoir un organisme comme ça à Chambly. Oui. Alors, c'est Mme Huguette Mention qui a décidé à un moment donné, en 1986, de dire OK, les aînés ont vraiment besoin. Ils sont seuls chez eux, ils n'ont pas de ressources. Souvent, ils n'ont pas de moyens de se véhiculer. Vous savez, on est en région. Hein? Alors, ça devient difficile. Les enfants se sont éloignés. Et avec des amis et des membres de la communauté, elle a décidé, OK, elle a été cognée à des portes et elle a parti l'Entraide Plus, qui est devenu, avec le temps, un gros organisme qui couvre la région de Carignan jusqu'à Saint-Césaire. Et on accueille des gens de 50 ans et plus, mais il y a aussi des plus jeunes qui viennent, qui accompagnent leurs parents. On s'occupe des proches aidants, on s'occupe des aidés, on a du répit. Donc, on a toutes sortes d'activités comme ça, des activités qui sont créatives, comme apprendre l'espagnol, apprendre l'anglais. Faire travailler un peu nos ménages. Faire travailler les ménages. Il y a une gang de cribs aussi le lundi après-midi qui viennent jouer, c'est tellement le fun. Et là, on les entend crier quand il y en a qui gagnent. Alors, les tricoteuses qui se racontent toutes sortes d'histoires les jeudis après-midi. Il y a toutes sortes de petites histoires comme ça qui se font et qui se produisent à l'Entraide Plus. Des activités physiques avec Weber. Il y en a pour tous les goûts. Ça permet de briser l'isolement, ça permet de se faire des amis, parce que c'est important, là, au point de vue cognitif, de continuer à socialiser. Oui, parce que quand on prend notre retraite, mine de rien, on perd notre réseau. On a beau se faire toutes les promesses du monde, on va se revoir. On va aller prendre un verre. On va aller prendre un verre. À un moment donné, ça s'effrite. Et nous, on est là pour ramener des gens auprès de ces personnes-là pour dire hey, moi, j'ai encore des choses à offrir, j'ai encore des choses à donner. D'où l'initiative, à un moment donné, du livre Les gardiens de la mémoire. Avant d'aller à ce formidable projet, c'est un grand territoire que vous couvrez. Oui. Si je n'ai pas de voiture et que je vais aller chez vous, qu'est-ce que je fais? En fait, il y a un service qui s'appelle EXO, qui peut desservir les gens, mais c'est très difficile.
très, très difficile. Si vous habitez à Saint-Césaire, vous voulez venir à l'Entraide Plus, il faut dépendre un peu des gens autour qui vont nous aider. Les gens de Chambly et Carignan et, je vous dirais, Richelieu, Marieville aussi, peuvent se servir du système d'autobus qu'on a dans la région. Mais pour les autres, un peu plus loin, c'est plus difficile. Donc, nous, on se rend chez les gens lorsqu'ils en ont besoin. Alors, parlez-moi de ce formidable projet, Les Gardiens de la mémoire. Comment c'est né? C'est né d'une initiative, en fait, personnelle à l'Entraide Plus. Je vais dire ça comme ça parce que c'est vraiment un travail d'équipe. La journée qu'ils ont annoncé qu'il y avait une pandémie et que tout fermait, ça a été... 2020. Oui, mars 2020. Alors, il y a eu comme une escalade je vous dirais, de médisances qui sont arrivées sur les réseaux sociaux parce qu'au début, c'était vraiment les aînés qui étaient ciblés. Donc, les têtes blanches n'avaient pas d'affaires dans les épiceries. Qu'est-ce que vous faites là? C'est pour ça qu'on est fermé, parce que c'est dangereux pour vous autres. Puis c'était que les aînés qui étaient ciblés. Et je me souviendrai encore, comme si c'était hier, j'étais fâchée. J'étais arrivée à l'Entraide Plus, j'ai dit, ça n'a pas de mot, juste de bon sens. On est encore en train de les isoler et encore plus de les ostraciser pour dire, ils n'ont pas d'affaires à sortir, eux autres. Et j'ai dit, ça fait juste pas de sens. Et Patricia Gilles, qui travaillait avec moi à l'époque, a dit, mais tu as raison, Sylvie, ce sont les gardiens de nos mémoires. Alors, on avait Et c'était une belle. On avait le titre. J'ai dit, oh, wow! On avait le titre. On avait le titre. J'ai dit, on fait un projet, on va aller chercher ces histoires-là. Parce que, mine de rien, nous, pendant la pandémie, on appelait les gens. Bien sûr, il y avait Écoute Montérégie, mais je vous dis qu'il était hyper débordé. Donc, nous, on s'est occupés de nos membres qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin de support. Avec eux. De communiquer Et de là avec eux. est née cette idée de faire des petits textes à Oui. partir des souvenirs Oui. de ces aînés. Des Il y a eu tranches de vie. un premier tome Oui. qui est ici. Celui-ci, oui. Est-ce qu'on peut se le procurer? Il est toujours disponible. Oui. Où est-ce qu'on Donc, peut se le procurer? On l'a à l'Entraide Plus. Vous pouvez l'avoir par téléphone. Puis je sais que Larico en avait un. Il l'avait, mais je ne sais plus s'ils l'ont encore. Bon, il nous en reste. Et là, on est rendu au deuxième tome. Oui, puis là, je ne vous dévoilerai pas la page couverture Non. parce qu'on le lance Bien sûr. le 30 mars. Est-ce que tout le monde peut aller au lancement? Non, c'est des invitations VIP. On devrait avoir une centaine de personnes qui vont Donc, être à présentes. partir du 30 mars, Oui. le nouveau tome va être disponible. Oui. Il y a une amélioration au niveau de la facilité de le lire. hein. Oui, Les oui. lettres sont un petit peu plus grosses, qu'on appelle la police d'écriture. là. Oui, C'est oui. un peu plus gros. Oui, bien, bon, on apprend en écrivant des trucs. C'est que la première fois que j'ai lu le tome 1, moi, je l'ai lu sur un 8,5-11. Là. Oui. Donc, j'ai dit, oh, wow, c'est magnifique, mais merveilleux. Donc, vous avez fait votre apprentissage J'ai fait mon apprentissage quand on l'a envoyé en de impression. l'édition. On a fait comme, oups, les écritures sont petites. Donc, on a vraiment fait très Il attention. nous reste déjà peu de temps, Oui. Sylvie. Mais on va retrouver encore de belles histoires dans ce tome. Oui, c'est Marguerite Fradette qui l'a écrit cette fois-ci. Et c'est une écrivaine, une artiste. Elle a déjà travaillé ici, d'ailleurs, Oui. à TVR9. Et le lancement est le 30 mars. On fait ça à la Ferme Guyon et c'est sur invitation seulement. Mais il va être disponible par la suite, probablement chez Larico. En Larico, je vous parle, là. Sinon, chez vous. Oui, chez nous. Et on va demander à Sébastien Dion de la Ferme Guyon aussi d'en Extraordinaire. offrir à la vente. Madame Sylvie Blanchard, directrice générale d'Entraide Plus de Chambly, ça a été un plaisir de vous parler. Et là, ça va être un plaisir de lire sur vos invités. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9. On parle souvent des bienfaits de côtoyer des animaux de compagnie. J'ai avec moi Madame Marie-Ève Girard, qui est fondatrice de l'organisme Leski et qui va nous parler de zoothérapie.
un organisme qui permet de faire de la zoothérapie sans posséder l'animal. Bonjour Marie-Ève. Bonjour! Qu'est-ce que c'est l'ESKI? La Fondation L'Esquis, en fait, c'est une fondation qui vient en aide avec des chiens d'assistance ponctuels à des gens qui sont soit victimes d'agressions sexuelles, par exemple, qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme ou qui ont des troubles de santé mentale. Donc, nos chiens sont jumelés avec des intervenants, puis ils font des interventions, par exemple, dans différents milieux. On a élargi un peu la clientèle maintenant. Ça peut être dans les hôpitaux, par exemple, pour les gens qui attendent leur traitement de radio ou de chimiothérapie, dans les écoles avec les enfants, les cliniques de vaccination, ce genre de choses-là. Pourquoi ça s'appelle Fondation L'Esquis? La Fondation L'Esquis, c'est que j'ai moi-même eu un chien d'assistance quand j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis. Puis comme ça allait changer ma vie, en fait, j'ai voulu ramener le concept ici au Québec. Puis le chien que j'ai eu l'opportunité d'avoir était de race un Esquimau, dans le fond. Donc ça s'appelait l'Esquis pour l'Esquimau. Ah, bien c'est génial. Écoutez, c'est Grand Québec. Est-ce que vous desservez uniquement la Montérégie, la vallée du Richelieu? Quel est votre territoire? Le territoire du Grand Montréal, en fait, donc oui, Montréal, mais surtout la Montérégie, dans la ville de Longueuil, beaucoup d'interventions, mais jusqu'à la ville de Saint-Hyacinthe, ça peut aller plus loin, on est déjà allé jusqu'à Sherbrooke même, donc ça varie selon les besoins de la clientèle. Je disais tantôt dans ma présentation que vous prêtez l'animal, on n'a pas besoin d'être propriétaire de cet animal. Donc, ce sont des animaux qui sont prêtés à long, à court terme? Dans le fond, l'animal n'est pas nécessairement prêté à un individu, il est jumelé avec l'intervenant, puis nous, on réalise une intervention assistée par l'animal. Donc, c'est vraiment le partenaire d'intervention. Comme ça, l'intervenant peut juger si l'animal démontre des signes d'anxiété, par exemple, des signes d'apaisement, bien, il peut poser des actions en conséquence. Donc, c'est vraiment le manieur de l'animal, mais il est aussi formé en intervention. Donc, il est formé pour le volet intervention et pour le volet câlin. Donc, la personne qui a besoin de vos services n'a pas besoin de s'y connaître en animal. Essentiellement, elle reçoit les bienfaits de la zoothérapie. C'est prouvé que les animaux aident. De quelle façon ils aident, les animaux? Tout à fait. Bien, il y a d'une part à calmer le système nerveux, entre autres, donc les gens sont souvent plus calmes, mais ce qu'on a validé aussi, ce qu'on a observé, c'est que les gens vont avoir plus facilement tendance à créer le lien. Donc, par exemple, pour les victimes d'actes criminels qui ont une déposition à aller faire, c'est dur de raconter l'histoire. À ce moment-là, ils vont le raconter à l'animal. Donc, ça les calme, c'est plus facile pour eux, on crée un lien plus facilement. Puis pour les gens, par exemple, qui vont avoir leur traitement en chimiothérapie, bien, ça ramène quelque chose de super positif parce qu'ils l'associent à « je vais aller voir l'animal » et non pas « je m'en vais recevoir mon traitement de chimiothérapie ». Donc, ça change le narratif. Est-ce que autant les adultes que les enfants ressentent le bienfait de la présence d'un animal? Tout à fait. On a eu des commentaires pour les deux, dans le fond, autant les adultes qui vont recevoir leur traitement de chimiothérapie que les enfants dans les écoles, par exemple, qui reçoivent leur vaccin. Donc, les deux adorent en général les services. D'ailleurs, on va montrer à l'écran une photo où on voit un chien qui pose le museau sur la cuisse de la personne à réconforter. C'est vraiment un peu ce que les animaux font. Oui, tout à fait. Du bénéficiaire, dans le fond, le chien pose la tête sur la cuisse du bénéficiaire. Nos chiens font ce qu'on appelle des techniques spécifiques pour être un chien d'assistance, pour aider à pallier un handicap. Donc, ce genre de pression-là qu'ils font, ça, c'est avec la tête. Dépendamment de la taille de l'enfant ou du chien, ils peuvent faire différentes formes de points de pression pour aider à calmer le système nerveux. On parle ici essentiellement de chiens. Oui. Est-ce que toutes les races sont à même de faire ce genre de travail? Nous, on cherche vraiment un tempérament spécifique, donc on a eu des belles surprises avec des races, mais c'est sûr que par moment, on se rend compte qu'il y a une race en particulier qui ressort plus souvent, où on a eu plus de chiens, mais on a eu des petits, des gros chiens, différentes races, des samoyèdes, on a eu des Terre-Neuve, on a aussi un Golden, mais majoritairement, je dirais que la moitié, c'est souvent des Labradors. Il faut absolument que je vous pose la question. Présentement, il y a toutes sortes de questions qu'on se pose au sujet de la maltraitance de certains animaux qui servent à la zoothérapie. J'aimerais que vous me donniez votre opinion sur cette situation-là. Oui, bien c'est sûr que c'est délicat parce que tous les organismes font à leur façon. C'est sûr que nous, on s'est concentré vraiment sur le bien-être animal, puis c'est aussi notre modèle d'affaires, c'est bien ancré. Nos animaux travaillent seulement à temps partiel, si on veut, pour être sûr qu'ils ont des pauses, qu'ils ont une bonne alimentation, mais surtout, l'important, c'est l'entraînement animal. Donc, nous, on s'est concentré sur le renforcement positif, puis c'est ça nos techniques d'éducation, parce que c'est super important pour nous. Mais on peut en voir
sais, de tous les types. Là, dans le domaine, il n'y a pas d'organisme qui réglemente, par exemple, les entraîneurs. Donc, c'est un peu à la discrétion de tous. Il faut vraiment regarder c'est quoi les méthodes d'entraînement. C'est quoi, autant quand on va chercher un chien, par exemple, quand un chien est jeune, de voir comment là, le bien-être est pris en considération. Si on a besoin, si on croit avoir besoin d'un chien d'assistance, comment on fonctionne? On communique avec vous? Comment ça se passe? Tout à fait. Donc, il y a différents organismes qui font déjà affaire avec nous, mais sinon, les gens peuvent faire la demande directement par courriel ou par téléphone en nous envoyant une date, une heure spécifique, une demande. Par exemple, j'en aurais besoin pour aller chez le médecin avec mon enfant autiste pour telle raison. Ça pourrait être bénéfique pour nous. Ils peuvent nous l'envoyer comme ça, puis on va voir si on a la disponibilité. Vous me disiez aussi que vous commencez à travailler avec les milieux hospitaliers. Oui. De quelle façon ça se fait? Bien, c'est souvent justement en partenariat avec les fondations des hôpitaux, donc qui font affaire à nous là, pour aider à offrir ce service-là. Donc, on a des journées qui sont prévues avec les hôpitaux, par exemple à Charlemagne ou à l'hôpital du Haut-Richelieu. Donc, on y va environ 2 matins par semaine. Évidemment, avoir un animal comme ça, l'entraîner, le nourrir, le garder, ça doit demander beaucoup de coûts. Est-ce que la personne qui fait la demande d'un animal de compagnie, est-ce que la personne doit débourser de l'argent? C'est différent selon qui fait la demande. En fait, souvent, dans le fond, avec les hôpitaux, c'est les fondations des hôpitaux qui vont payer nos services. Mais par exemple, pour les victimes d'actes criminels, s'ils font la demande directement envers nous, à ce moment-là, notre modèle d'affaires voulait qu'il n'y ait pas de frais pour ces personnes-là. C'est sûr que c'est difficile à maintenir parce qu'on n'a pas de subvention gouvernementale ni de financement, donc on se finance par les dons. Donc, c'est sûr que c'est un peu, des fois, plus difficile, mais quand c'est avec les écoles ou les institutions, je dirais, bien, à ce moment-là, eux payent là, pour nos services. Bien, parlez-moi donc justement des collectes de fonds. Hein? C'est essentiel pour un organisme comme le vôtre. Est-ce qu'il y a bientôt une activité de collecte de fonds? Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs dans les prochaines semaines à venir. Donc, il y a un tournoi de golf qui arrive le 13 mai. On a aussi d'autres événements. On a un tournoi de balle annuel qu'on fait à Saint-Damas le 10 et 11 juillet prochain. On a aussi en octobre notre soirée bénéfice annuelle qui va se tenir encore à Longueuil. Donc, on a plusieurs événements. On a toujours besoin de bénévoles, de partenaires aussi, si jamais vous voulez participer, si jamais vous voulez vous joindre à nous. Donc, on est toujours ouvert. Vous pouvez facilement nous joindre. En terminant, Marie-Ève, vous avez un site. C'est intéressant d'aller le voir. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur votre site? Oui, notre site est en train d'évoluer. En plus, c'est en train de changer prochainement. Vous allez pouvoir retrouver nos chiens d'assistance, ce qu'on fait, nos services, plus d'informations sur la zoothérapie, sur les chiens d'assistance. C'est quoi la différence entre les chiens d'assistance et la zoothérapie? Ça aussi, c'est intéressant à savoir. Donc, vous allez pouvoir retrouver plein d'informations, nos informations de contact, nos partenaires, évidemment. Donc, je vous invite à aller le visiter. Marie-Ève Girard, je rappelle que vous êtes fondatrice de l'organisme, de la Fondation Lesky. Et Lesky, c'est le nom de votre chien, hein, on s'en rappelle. Donc, on va voir sur votre site pour voir les activités de collecte de fonds auxquelles on peut participer. Ça a été vraiment un plaisir de vous accueillir. Merci. Merci beaucoup, Lynne-Marie. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Si vous êtes parent, vous en êtes certainement à réfléchir aux vacances scolaires. Comment occuper votre enfant avec des activités de qualité?
J'en parle avec M. Éric Beauchemin, qui est directeur général de l'Association des camps du Québec. Bonjour, Éric. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que l'Association des camps du Québec? Quelle est sa mission? C'est vraiment de mettre en place des normes pour un encadrement de qualité, tant de la sécurité que de l'expérience qu'on va vivre dans les programmes. Donc, nous, depuis plus de 50 ans, on déploie des programmes de normes de certification. Depuis 15 ans, des normes de conformité pour les camps de jour municipaux. Donc, on inspecte ces milieux-là. C'est une adhésion volontaire, mais qui fait en sorte que maintenant, on contrôle plus de 1000 sites de camps partout au Québec. C'est comme une certification. Tout à fait. Certification Camp Québec, on suppose que les activités vont être de qualité à ce moment-là. Tout à fait. Puis il y a une grande liberté dans le déploiement des programmes, mais il doit y avoir des objectifs. Puis il y a une progression dans le temps aussi. On sait que les enfants, des fois, vont fréquenter le camp de l'âge de 6 ans jusqu'à 15 ans, quand on parle des camps avec hébergement. Donc, il faut qu'on sente pour eux autres, qu'on leur donne des vacances estivales de qualité qui leur permettent de progresser aussi, là. Alors, les vacances estivales, on commence déjà à y penser, à y réfléchir, mais il y a une panoplie de camps qui s'offrent à nous, Oui. des camps municipaux, des camps avec hébergement, des camps avec thématique, des camps familiaux. Démêlez-nous un peu tout ça. Bien, vous avez bien résumé l'ensemble de l'offre. Évidemment, il y a les camps avec hébergement, là, le peuple fondateur de notre association, donc les camps de vacances traditionnels. On en a près d'une centaine partout au Québec, avec des programmes de 5, 10, ça peut aller à 3 semaines, un mois pour des adolescents plus âgés. Fait que ça, c'est le programme traditionnel camp de vacances. Évidemment, depuis quelques années, les camps de jour ont pris une ampleur incroyable. Donc, on a, oui, les camps municipaux, mais qui vont aussi offrir des activités thématiques de plus en plus ou des spécialisations à mesure qu'on avance en âge. Puis on a tous les clubs de judo, karaté, écoles de danse aussi, qui profitent de l'été là, pour déployer des programmes. On vient d'en répertorier là, à la demande du gouvernement près de 4000 sites en opération au Québec là, de camps qui ont des offres à donner au grand public pendant l'été, là. Et évidemment, les camps sont là pour occuper nos enfants. Mais c'est plus que de l'occupation. Oui, non. On ne se définit pas comme un service de garde, bien qu'il y ait des crédits de garde qui soient applicables pour les inscriptions en camp de jour. Mais non, nous, vraiment, il y a une réflexion au plan de la programmation, du rythme qu'on donne à la journée, de l'intention qu'on a lorsqu'on réalise une activité. On veut amener les jeunes. On parle souvent des camps comme d'un laboratoire. L'été, les vacances, on découvre des choses dans un contexte où on est encadré par un jeune adulte. Donc, il y a des fois plus de liberté qu'à l'école pour repousser une limite, mais c'est là qu'on va souvent avoir un contact plus fréquent avec la nature. Fait que nous autres, on va beaucoup profiter de ces outils-là qu'on a pour permettre aux enfants de vivre des vacances mémorables, là. Puis on le dit, hein, ce sont des vacances. Il ne faut pas reproduire ce qu'ils vivent à l'école. C'est sûr que le plaisir est à l'honneur, mais il y en a déjà, on le voit, qui ont des intérêts, qui ont des passions naissantes. Bien, on veut, nous autres, alimenter ces passions-là par les programmations qu'on leur propose, là. Parlons-en justement, de plus en plus, on voit des camps pour des passionnés dans certaines thématiques. Oui. Est-ce que ça a vraiment une valeur pédagogique que d'envoyer son enfant, je ne sais pas, à une école du cirque ou un camp qui a une réflexion sur l'astronomie ou quelque chose comme ça? En fait, on alimente la flamme de cette passion-là. Oui. On permet aussi des fois à l'enfant d'aller tester s'il y a vraiment un intérêt, mais de présumer que parce qu'on a fait un camp d'une semaine en anglais, on va en sortir bilingue. C'est pas le cas. Non, il ne faut pas rêver non plus. Mais c'est de dire, bien, j'ai mis ça dans ton carquois d'expérience vécue qui fait que tranquillement, bien, ton cheminement se précise. Puis on le voit beaucoup dans les camps proposés aux adolescents. Là, il y a des passions qui vont plus loin. Donc, la grande expédition en plein air prend beaucoup de place chez les adolescents qui trouvent vraiment quelque chose qui répond à leurs besoins, là. Évidemment, il y en a pour tous les goûts et aussi pour toutes les bourses. Oui. Est-ce que ça coûte cher envoyer son enfant à un camp thématique, par exemple? C'est très variable. C'est sûr qu'il y a des camps, lorsque le personnel d'encadrement, c'est un chef cuisinier réputé, bien, un camp de cuisine va probablement être plus coûteux, où on a un spécialiste qui est porteur d'une expertise, on va avoir des coûts en conséquence. Par contre, l'offre générale, la moyenne, c'est à peu près 110 $ pour les camps de jour municipaux au Québec. Quand on tombe dans les OBNL, les camps privés indépendants, ça va avoisiner les 300 $, mais il y a quand même des crédits d'impôt
extrêmement intéressants qui permettent de récupérer en fonction des revenus familiaux jusqu'à 78 des frais des camps de jour qui sont dépensés. Puis on peut même faire des demandes de remboursement prématuré des crédits d'impôt éventuels qu'on va avoir par Est-ce qu'on a l'information sur votre site à ce Oui, sujet-là? il y a toute l'information sur les programmes de crédit d'impôt, mais aussi tous les programmes d'accessibilité financière. Parce que quand on parle des camps de vacances, là, on change complètement de coût parce qu'évidemment, c'est l'hébergement, la prise en charge complète pour un séjour avec toutes les activités. Bien, à ce moment-là, il y a un programme d'accessibilité financière qui est soutenu par le ministère de l'Éducation du Québec qui permet d'établir les coûts du séjour en fonction des revenus familiaux. On a aussi un programme qui s'appelle Destination Camp qui est destiné aux 11-14 ans qui peuvent retourner de 3 à 5 ans de façon récurrente en camp de vacances. Donc ça, c'est soutenu financièrement aussi à hauteur des revenus familiaux. Fait qu'il y a des façons de partir en camp. Éric, parlez-moi des enfants qui ont des besoins particuliers et il y a aussi des camps qui offrent des services. Oui. En fait, on a 22 camps qui sont spécialisés, dont c'est la mission principale, accueillir des enfants qui ont des besoins particuliers, des handicaps plus lourds, déficiences intellectuelles plus lourdes. Mais l'ensemble du réseau des camps au Québec, on est très sensible à ça. Je pense que c'est le dossier dans lequel on a le plus travaillé dans les dernières années, voir comment on peut intégrer les clientèles à besoins particuliers à nos programmes réguliers. Puis en Montérégie, je dirais, on est dans une région où on est à l'avant-scène de toutes les initiatives qui ont été mises en place pour faire en sorte que ça puisse arriver. Évidemment, ça présume d'un accommodement, un accommodement raisonnable. Oui, on a entendu souvent cette expression-là. C'est de voir, oui, est-ce qu'on a trouvé l'accompagnateur pour être capable d'encadrer un enfant, mais définitivement, les camps vont toujours procéder à l'analyse des dossiers pour s'assurer que, oui, on peut l'intégrer, non, ça sera plus difficile, puis il y a d'autres ressources, mais il y a une analyse qui est faite de tous ces dossiers-là. Puis on a développé beaucoup d'outils animation. On a par exemple une application de jeu sur laquelle on a 4 niveaux d'adaptation inclusive qu'on peut mettre à des activités pour leur permettre de participer. Vous nous avez vraiment intéressés à aller voir votre site. Je rappelle, M. Éric Beauchemin, que vous êtes directeur général de l'Association des camps du Québec. Oui. Alors, il nous reste à amuser nos enfants. Merci. Ça me fait plaisir. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. C'est ainsi que se termine votre émission Dans la vallée, sur les ondes de TVR9, une télévision communautaire à l'image du territoire qu'elle dessert. Je vous rappelle que si vous désirez mieux faire connaître votre organisme communautaire, n'hésitez pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de vous inviter sur notre plateau. À très bientôt! Dans la vallée, TVR9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVR9, c'est nous. Dans la vallée. Dans la vallée, TVR9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVR9, c'est nous. Dans la vallée. Je suis Richard Pelletier et j'ai le plaisir d'animer l'émission intitulée Dans la vallée.
À chaque semaine, on découvre plusieurs organismes de notre belle région. Vous constaterez la diversité de nos différents sujets de la vallée du Richelieu à voir sur TVR9.